Vous écoutez. Garde-toi bien mon cœur de Rosemary Carter. Narration de Mirail. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire et de liker et partager la vidéo si elle vous plaise. Bonne écoute. Chapitre 2. La chambre parut à Diane encore plus petite qu'avant. Elle regarda par la fenêtre, elle se sentait d'humeur morose. L'orage n'avait pas encore éclaté. Mais l'atmosphère était oppressante, par-dessus l'obscurité régnait un silence de mort, inhabituel dans la brousse. La pénombre semblait s'être introduite dans la pièce, et entre ces quatre murs, Diane fut envahie d'un sentiment de claustrophobie. Rapidement, elle enfila un cardigan et descendit l'escalier. André Connors n'était pas là, et elle en fut soulagée. Elle était encore énervée par ses manières arrogantes et n'avait aucun désir de le rencontrer à nouveau. L'air était à peine plus respirable dehors, il faisait lourd, et on étouffait. Il y avait eu du vent, mais il était tombé. Les EVA étaient droits, secs et poussiéreux, attendant la tourmente, les cultures dans les champs étaient parfaitement immobiles. Pas un chien n'aboyait, pas un oiseau ne chantait. Comme si la brousse se préparait à subir l'inévitable ouragan. Diane décida de ne pas s'éloigner de l'hôtel. Un petit sentier longeait un champ, à son extrémité, elle aperçut un bosquet de saules. Elle s'y dirigea. Après quelques pas, les premières gouttes tombèrent, et elle dut rebrousser chemin. Elle se retrouva derrière l'hôtel, sur le parking où étaient garés quelques véhicules, un camion, et des voitures couvertes de poussière. L'une d'elles devait appartenir à M. Kruger, pensa Diane en faisant la moue. André Connors l'avait sauvée d'une situation dont elle ne se serait peut-être pas tirée seule. Elle aurait dû lui en être reconnaissante, mais son arrogance ne la disposait pas favorablement. Une idée lui vint à l'esprit. André Connors pensait-il qu'elle avait encouragé les avances de M. Kruger ? Était-ce la raison pour laquelle il ne voulait pas l'emmener au parc du Crocodile ? Il la considérait peut-être comme une fille facile et désirait protéger John. Tout était si absurde qu'elle éclata de rire, et cela lui fit du bien. 2 jours passeraient vite. Vendredi, elle prendrait le bus, et quand John se serait remis de sa surprise, ils riraient ensemble de tout ce qui était arrivé. Elle se trouvait à quelques pas de l'hôtel, lorsqu'un bruit attira son attention. Elle se retourna et aperçut un homme près du camion. Il s'était penché pour attraper quelque chose, et lorsqu'il se redressa et referma la porte, elle reconnut André Connors. Il se dirigea vers l'hôtel, sans regarder dans sa direction. Le camion lui appartenait donc. Un véhicule assez grand, pensa-t-elle avec amertume, et il lui refusait une place. Les heures s'étiraient. Son livre de poche avait été choisi trop précipitamment, et il ne l'intéressait guère. Ou bien, tout simplement, était-elle trop nerveuse pour pouvoir lire. Elle commençait à se demander si elle n'avait pas été imprudente de partir ainsi à l'aventure. En disant au revoir à ses parents, elle avait ri de leur inquiétude, mais ils avaient peut-être raison, pensa-t-elle avec tristesse. Sans doute avait-elle cédé trop vite à son impulsion. Il aurait probablement mieux valu avertir John, plutôt que de le surprendre. Il lui aurait donné les indications pour venir, et le voyage se serait effectué sans problème. Elle reposa son livre, elle n'arrivait pas à se concentrer. Dehors, le vent s'était levé à nouveau, et les quelques gouttes de pluie se transformaient rapidement en averses tropicales. L'eau s'abattait sur le toit de tôle ondulé, et la buée sur la vitre empêchait de rien voir à l'extérieur. La seule chose à faire était de se mettre au lit. Diane se déshabilla, puis enfila une chemise de nuit neuve, en soie, bordée de dentelle. Les pensées de la jeune fille se fixèrent malgré elle sur André Connors. Où était-il ? Au bar, se moquant d'elle en compagnie de Marnie Kruger ? Malgré son irritation contre lui,
qui la portait à croire le pire, cette image ne la satisfaisait pas. Elle le voyait en train de lire, peut-être, ou d'écrire une lettre. Ou bien il dormait. Mais le pouvait-il, avec cette tempête? Elle l'imagina, très nettement, couché entre les draps. Il devait être torse nu, une toison brune recouvrait sa poitrine, aussi tannée que ses bras et sa nuque. Prenant conscience tout à coup du cours dangereux de ses pensées, elle lâcha un petit cri d'impatience et essaya de chasser de son esprit l'image d'André Connors. Il n'y avait pas de place dans son cœur pour de telles idées. Elle était en route pour le parc du Crocodile, en route pour rejoindre John. Dans quelques jours, ils seraient mariés. Où dormirait-elle, jusqu'à son mariage? Y avait-il une église dans les environs? Elle ne s'était même pas posé la question. Mais John arrangerait tout, comme il l'avait toujours fait depuis qu'ils se connaissaient. Allongée dans le noir, écoutant les hurlements de la tempête, elle repensa à son passé. Depuis sa plus tendre enfance, John avait fait partie de sa vie. Il avait été le frère qu'elle n'avait pas eu, son meilleur ami, aussi. Pas le seul, elle avait eu des camarades filles à l'école, avec qui elle riait et papotait. Au long des années, elle avait eu quelques amis plus proches, mais, après le lycée, leurs chemins s'étaient séparés, et les relations s'étaient limitées à l'envoi de cartes de Noël et à des coups de téléphone épisodiques. Aujourd'hui, leurs noms et leurs visages étaient lointains. L'amitié de John avait été constante. Elle avait commencé lorsque ses parents avaient acheté la maison voisine. Sa mère travaillait toute la journée, et le petit garçon, souffrant de la solitude, avait pris l'habitude de passer une grande partie de son temps chez Diane, attiré par la chaleur et l'affection qu'il y trouvait. Bien que John fût plus âgé de quelques années. Il devait avoir 27 ans maintenant. Dès le début, était née entre eux une amitié qui n'avait pas diminué au long des années. Même lorsque John devint plus indépendant, et se libéra de son besoin de sécurité, il garda son affection pour sa petite compagne de jeu. À l'école, il l'avait protégée et introduite dans les nombreux cercles de ses activités. Parfois, ses amis le taquinaient au sujet de la petite fille qui le suivait partout, mais John en riait avec tant de bonne humeur que les garçons s'habituèrent à la présence de Diane. Les meilleurs moments étaient pourtant se passer seuls, tous les deux ensemble. La plupart du temps, ils étaient dehors, surtout pendant les week-ends. Ils habitaient dans la banlieue et n'étaient pas loin de la nature. Dans les grandes étendues d'herbe, balayées par le vent, ils découvraient les animaux de la steppe, à travers les branches épineuses des acacias, les nids des oiseaux sauvages. Parfois, ils apercevaient un lézard, filant entre des pierres chauffées par le soleil. Il y avait des serpents aussi, et John apprit à Diane à distinguer les couleuvres inoffensives des cobras mortels. Il lui parlait des oiseaux et des animaux, de leurs habitudes et de la façon dont ils construisaient leur habitation. De temps en temps, il rendait visite à l'oncle de John, qui possédait une ferme à une vingtaine de kilomètres de la ville. Là, le jeune homme se sentait dans son élément. Et, toujours intéressé, Diane essayait de suivre ses explications et ses leçons sur la nature. Il lui confiait ses rêves d'avenir. D'abord, il eut l'idée de devenir vétérinaire. Puis, plus tard, celle d'être gardien de réserve. Mais son intérêt pour les animaux ne faiblit pas. Et toujours, Diane ajusta ses pensées aux siennes, elle allait même jusqu'à lire des livres, afin d'être capable de discuter avec lui des sujets qui l'absorbaient tant. Après le lycée, John était en effet devenu vétérinaire, et pendant un moment, avait travaillé comme assistant. Cela lui avait plu mais, pendant qu'il soignait les animaux domestiques, son ambition première ne l'avait pas quitté, il rêvait encore de devenir gardien de réserve. 1 an plus tôt, l'occasion qu'il attendait depuis si longtemps s'était présentée à lui, on lui offrait un poste au parc du Crocodile. À cette époque, ils étaient déjà fiancés, et Diane aurait accepté de l'accompagner, mais John avait trouvé plus sage d'attendre un peu.
Lorsqu'il serait installé à la réserve, et plus certain de l'avenir, il se marierait. Il prendrait une semaine de vacances, et le mariage se ferait à Johannesburg, où habitaient leurs parents respectifs. Diane approuvait ses projets, John lui manquait, mais elle était assez raisonnable pour savoir que la séparation était momentanée. Tout s'arrangerait assez rapidement, et ils pourraient alors être ensemble pour la vie. Le temps passait vite, et elle n'eut pas l'occasion de s'ennuyer. Dans la journée, elle travaillait comme institutrice dans une école maternelle et elle occupait ses soirées et ses week-ends à préparer son trousseau et à faire sa robe de mariée. Et puis, elle attendait toujours les lettres de John. Au début, elles arrivaient régulièrement, 1 ou 2 fois par semaine, enthousiastes, passionnées et débordantes de détails. Diane les relisait souvent et se demandait comment elle s'adapterait à une vie si différente de celle qu'elle avait toujours connue. C'était une existence solitaire, écrivait John, dans laquelle, à travers les vastes plaines, où les animaux erraient à volonté, l'homme ne tenait qu'une place secondaire. Ces lettres respiraient la joie, à travers les mots, transparaissait le bonheur de John qui réalisait son rêve de toujours. Ces derniers mois, pourtant, les nouvelles s'étaient espacées. Parfois, 10 jours passaient, et même plus, sans rien recevoir. Cela n'avait pas inquiété Diane outre mesure. John ne se plaignait ni de son travail ni des conditions de vie et donnait toujours autant de détails. Mais, sensible à tous les états d'âme du jeune homme, Diane percevait entre les lignes son manque d'enthousiasme et un certain découragement. Elle écrivit et lui demanda s'il était malade, mais il avait été souffrant, et il ne voulait pas l'ennuyer. Ou bien quelque chose l'avait rendu malheureux. Quelle qu'en fût la cause, elle désirait être avec lui, partager sa vie et ses problèmes, l'aider par sa présence morale et physique quand ce serait nécessaire. Il lui demanderait de venir lorsqu'il serait prêt, lui avait-il dit. Mais elle ne voulait plus attendre. John avait besoin d'elle. En la voyant, il serait content de sa venue. Il n'y avait pas eu de fiançailles officielles. Au long des années, on avait petit à petit considéré leur union comme naturelle. Après ses parents, John était la personne que Diane aimait le plus au monde, et les sentiments du jeune homme étaient réciproques, elle le savait. Elle ne pouvait imaginer de vivre sans lui, ce serait comme de perdre un bras. Leur amour serait heureux et paisible, infiniment rassurant. Peut-être ne serait-il jamais passionné, comme dans les romans et les films. Ils se connaissaient trop bien pour cela. Mais la qualité exceptionnelle de cette tendresse surpasserait l'excitation du coup de foudre. Elle fronça les sourcils en plongeant le regard dans l'obscurité. Il n'était pas dans sa nature de s'analyser ainsi. Elle n'avait jamais associé la passion à ses sentiments pour John, et elle se demanda pourquoi elle le faisait maintenant. Avec agitation, elle retourna la tête sur l'oreiller. Elle le comprit confusément, ses pensées avaient un rapport avec l'arrogant André Connors, et cette prise de conscience ne la réconforta guère. Sans doute étaient-ce simplement les événements troublants de la journée qui lui avaient brouillé l'esprit. Rien n'avait marché comme prévu, et il était arrivé tant de choses, la difficulté pour atteindre le parc du Crocodile, et cette mauvaise rencontre avec ce voyageur de commerce vicieux. Et puis, la conversation avec André Connors. C'était cela qui, étrangement, la bouleversait le plus. Si elle voulait dormir, elle devait d'abord se calmer. Si seulement John était avec elle en ce moment. Lorsqu'il était là, tout allait bien. Mais il était au parc du Crocodile, et elle n'avait que son image pour lui redonner courage. Elle essaya de recréer son visage dans sa mémoire. Ce n'était pas si facile, elle s'en aperçut avec consternation. Une année de séparation laissait des traces. Mais elle voulait le voir, lentement, les traits bien-aimés reprirent forme, les yeux, aussi bleus que les siens, des lèvres qui s'incurvaient facilement en un sourire enfantin, une forte mâchoire qui lui donnait une expression de chaleureuse franchise. Les détails apparurent un à un pour ébaucher une image complète. Il était là,
son cher John, qu'elle aimait depuis toujours. C'était rassurant de le voir en pensée, mais plus difficile de l'y garder. Car une autre silhouette prenait sa place, des yeux gris et moqueurs, des dents grandes et blanches, des lèvres dures et sensuelles à la fois. Désespérément, Diane essaya d'empêcher cette seconde apparition de chasser la première. Mais elle était fatiguée, très fatiguée, et l'effort devint surhumain. Au moment où elle s'endormit, sa vision était celle d'un visage creusé et hâlé, avec des yeux moqueurs. La chambre était sombre et froide, quand Diane se réveilla, le lendemain matin. Elle se leva et alla jusqu'à la fenêtre, ses épaules se contractèrent, elle frissonna, et ses pieds se recroquevillèrent sur le sol dallé. Après la tempête de la nuit dernière, le jardin, sous sa fenêtre, avait un aspect désolé. La pluie s'était arrêtée, mais le ciel était gris, et un soleil timide essayait en vain de percer les nuages. Il était très tôt, et il aurait été naturel de rester un moment au lit, avant de descendre à la salle à manger pour le petit déjeuner. Mais elle avait froid, dans sa chemise de nuit légère, et de plus, elle se sentait tout à fait réveillée. Après avoir pris une douche dans la salle de bain, à l'extrémité du couloir, elle enfila rapidement un pantalon et un tricot bleu pâle. Le hall était vide, et il n'y avait personne à la réception lorsqu'elle sortit de l'hôtel. Elle marcha quelque temps sur le chemin qu'elle avait emprunté la veille. Ce n'était pas facile, le sol était boueux, et les herbes, mouillées et embroussaillées, s'accrochaient à son pantalon. Pendant un moment, elle résista à la tentation de rentrer, mais, à la longue, la désolation de la steppe, détrempée eut raison de son courage. En regagnant le parking, derrière l'hôtel, elle se demanda comment elle passerait les 2 jours à venir. La cour était presque vide, la plupart des voyageurs étaient déjà partis, semblait-il. Sous un arbre se trouvait un camion, elle le reconnut, c'était celui d'André Connors. Mue par une impulsion subite, elle se dirigea vers le véhicule et essaya d'en ouvrir les portes. Elles étaient fermées à clé. Se haussant sur la pointe des pieds, elle regarda à l'arrière et vit une toile, demeurée sèche. En plus de ses autres qualités, André Connors avait le sens pratique, dut s'avouer Diane, en faisant la moue. Il n'avait rien laissé dans le camion qui pût être mouillé par la tempête. Ce qui s'y trouvait maintenant avait été empaqueté ce matin. Une idée lui traversa soudain l'esprit, elle retint son souffle en voyant le plancher du véhicule recouvert de la toile. Pouvait-elle le faire? Oserait-elle? C'était tentant, si tentant. Mais, si M. Connors la trouvait, il serait furieux. À la pensée de sa colère, elle recula de quelques pas. Elle n'avait pas besoin d'être témoin de son emportement pour savoir qu'il serait terrible. Elle marcha lentement vers la porte arrière de l'hôtel. Elle avait déjà posé la main sur la poignée, lorsqu'elle se retourna, pensive. La toile semblait avoir été installée exprès pour elle. Elle pourrait s'allonger en dessous, et le conducteur ne verrait pas sa passagère. Une fois à destination, elle trouverait un moyen pour descendre subrepticement. André travaillait non loin du parc du Crocodile. D'une façon ou d'une autre, elle se débrouillerait pour la dernière partie du voyage. Il ne découvrirait pas sa présence, c'était improbable. Et s'il la trouvait, le pire qui pût arriver serait de se faire violemment réprimander, et elle était assez forte pour le supporter. En un instant, elle prit la décision. Doucement, elle entra dans l'hôtel et monta jusqu'à sa chambre. André Connors était sur le point de partir, le camion, préparé, l'indiquait. Heureusement, elle n'avait rien à payer. La somme déposée la veille couvrait les frais de la nuit. Diane prit juste quelques minutes pour chercher ses bagages. Elle sortit une seconde fois par la porte de derrière, et délibérément désinvolte, elle traversa le parking. Maintenant venait le moment le plus difficile.
Si on la voyait grimper dans le camion, on viendrait lui poser des questions. Dieu merci, la cour était déserte. Elle hissa ses affaires, son cœur se mit à battre violemment. Elle regarda encore une fois autour d'elle pour s'assurer qu'il n'y avait personne, et rapidement, sauta dans le camion. En se courbant pour se cacher derrière les parois du véhicule, elle installa ses 3 bagages sous la toile, en prenant soin de mettre la valise, le plus grand des 3, dans le coin. Puis elle se glissa elle-même sous la bâche et se tint immobile, en espérant qu'on ne discernerait pas sa forme sous le tissu. Elle n'attendit pas longtemps. Après quelques minutes, elle entendit résonner dans la cour des pas rapides. Ceux-ci s'approchèrent de l'arrière du camion, Diane retint sa respiration. Quelque chose fut jeté sur la toile, la manquant de peu. Puis les pas se dirigèrent vers l'avant, et l'on entendit le bruit du moteur qui démarrait. Le véhicule s'ébranla. La route conduisant de l'hôtel à la gare n'était pas goudronnée, se rappela Diane amèrement. Sur le chemin inégal, le camion sautait et faisait des embardées. Pendant quelques minutes, son corps svelte fut ballotté dans tous les sens. Au moment où elle commençait à se demander si elle survivrait, ils atteignirent la route principale, car les soubresauts du véhicule s'adoucirent. Diane souleva le coin de la toile et aspira quelques bouffées d'air frais. L'épreuve la plus difficile était passée. André Connors n'avait pas découvert sa présence. Elle pouvait maintenant s'installer plus confortablement, mais devait rester allongée. La route était lisse, mais le contact du métal sous la tête était désagréable. Elle aurait apprécié un oreiller. Elle pensa à sa robe de mariée, elle était bien enveloppée dans un sac en plastique, et elle pouvait poser la tête dessus sans l'abîmer. Avec précaution, elle déplaça ses affaires. Elle laissa la valise dans le coin et plaça la robe sous sa tête. Quant à la boîte de biscuits, qui glissait dangereusement sur le plancher, elle décida de la tenir dans ses bras. Que diraient John et ses parents, se demanda-t-elle, s'ils la voyaient maintenant, allongée sous cette toile, avec sa robe en guise de coussin? Maman serait horrifiée, papa rirait. Quant à John, un peu des deux. Il serait désolé qu'elle subît cette épreuve pour lui, mais amusé par son imagination. Quelle histoire à raconter à ses petits-enfants. Dans l'obscurité, elle se sourit à elle-même. Malgré la mauvaise suspension du véhicule, la route était étrangement douce. Il faisait sombre et chaud sous la bâche et cela sentait le moisi. Diane fut envahie par une agréable somnolence. Elle ne dormirait pas, décida-t-elle. Elle resterait éveillée et prête à tout, afin de savoir exactement quoi faire quand il serait temps de descendre. Mais il était presque impossible de ne pas s'assoupir. Inconsciemment, elle sombra doucement dans le sommeil. Elle se réveilla tout à coup. Le soleil l'éblouit, et pendant quelques instants, elle ne sut plus où elle se trouvait. Sous son dos, elle sentait quelque chose d'étrange et de dur, et ses jambes pendaient bizarrement. Du revers de la main, elle frotta ses yeux embués de sommeil et réussit à les ouvrir tout à fait. Elle eut un sursaut d'horreur. Des yeux gris, étincelants de moquerie, l'observaient, le visage était à quelques centimètres du sien. Un bras dur et musclé lui soutenait le dos, l'autre, sous les genoux, supportait ses jambes, contre sa joue une poitrine large et puissante. Elle resta un moment sans bouger, le cœur battant à se rompre, les membres envahis d'une faiblesse qui lui interdisait tout mouvement. Ses yeux bleus, écarquillés, plongèrent avec désespoir dans le regard gris et terrifiant, de sa petite langue rose, elle humecta ses lèvres, devenues soudain sèches. Cette inertie ne dura guère plus d'une seconde, elle tenta de s'échapper. Mais l'étreinte se resserra, annihilant ses efforts pour se mettre debout, et lorsqu'elle le regarda de nouveau, elle vit dans ses yeux une ironie croissante. « Mettez-moi par terre, » dit-elle sèchement. « Quand j'en aurai envie. »
Quelque chose dans sa voix lui fit peur, et elle frissonna. Ses yeux se détournèrent des siens et examinèrent les alentours. De tous côtés s'étendait la brousse. Aucun signe d'existence humaine en vue. Elle était à la merci de cet homme et il le savait, son expression l'indiquait clairement. C'était le moment de se montrer assuré. Il était important de ne pas lui révéler sa frayeur. « Lâchez-moi tout de suite », dit-elle avec autant d'autorité que possible, dans de telles circonstances. Les passagers clandestins ne donnent pas d'ordre. Il était insolent. La peur de Diane augmenta, et ses joues s'empourprèrent. Elle avait la gorge sèche et elle avalait sa salive avec peine. « Eh bien, celui-là si », déclara-t-elle, avec tout le cran dont elle était capable. « Je ne crois pas. » Elle entendit un petit rire, discret et sensuel, et si près qu'elle put sentir son souffle balayer sa joue brûlante. Ce passager clandestin s'est mis à ma merci, en tant que tel, subira la punition que je lui assignerai. Sa bouche fut sur la sienne, avant même qu'elle eût esquissé un mouvement. Les lèvres d'André étaient dures et broyaient les siennes impitoyablement. Une voix sortie de son esprit enfiévré cria à la jeune fille de s'échapper. Elle posa ses poings sur la poitrine d'André, mais il l'attira plus près, et à travers la finesse de son tricot, elle sentit la chaleur de ses doigts. Il releva soudain la tête. Ses yeux gris étaient froids et sans douceur, il examina le petit visage rouge d'émotion, remarquant le fouillis des petites boucles brunes et l'affolement du regard bleu. « Vous pouvez vous mettre debout maintenant » ordonna-t-il d'une voix cassante. Et au même moment, il lui lâcha les genoux. La jeune fille dut faire un effort surhumain pour empêcher ses jambes de fléchir, quand ses pieds touchèrent terre. Elle le regarda, puis soudain se détourna, pour cacher sous ses longs cils les larmes qui jaillissaient. Ce baiser brutal n'avait été guère plus qu'une punition, mais ce moment dans ses bras l'avait profondément troublée. En même temps, elle se sentait plus excitée qu'elle ne l'avait jamais été. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je n'aurais sans doute pas dû agir ainsi. »« Il est un peu tard pour des excuses, » dit-il brusquement. Devant son attitude, Diane perdit tout remords. Elle chassa ses larmes et releva la tête d'un air de défi. « Était-ce si mal de ma part ? Je vous laisse répondre vous-même. » Son regard glissa sur elle, errant avec insolence sur sa silhouette tendrement féminine, mise en valeur par son tricot. « Vous avez refusé, quand je vous ai demandé. Alors, vous avez décidé de venir tout de même. Dirigez-vous toujours les événements selon votre volonté ? » Elle ne voulait pas se laisser traiter avec arrogance comme une écolière réprimandée. « Oui, quand je suis dans mon droit, » répondit-elle avec hauteur. Une expression étrange traversa le visage tanné. « Je savais hier soir que je rendais service à John en vous laissant en arrière. » Elle redressa doucement la tête et demanda d'une voix faible. « Pourquoi me détestez-vous tant ? » Il haussa les épaules en signe de dénégation. « Détester ? Vous vous flattez, Miss O'Brien. La haine est une émotion qui exige un certain degré d'enthousiasme. Je ne vous hais pas. » Sa pique avait atteint sa cible, il le remarqua, et dans son visage hâlé ses dents blanches étincelèrent. « Disons simplement que je n'aime pas voir la vie d'un homme de valeur gâchée. » Diane pâlit de colère. « Vous pensez que j'ai encouragé ce type, au salon, hier ? Qui croyez-vous que je sois, Monsieur Connors ? Une fille facile ? Pas plus que les autres de votre sexe, Miss O'Brien. La plupart d'entre vous se servent d'un homme pour obtenir ce qu'elles veulent. » Il s'interrompit, et Diane se demanda quelle expérience André Connors avait vécue, pour avoir un tel mépris des femmes. En ce qui concerne John,
Je ne pense pas qu'une petite panthère autoritaire ait une place dans sa vie. Devant la brutalité de ses paroles, elle retint son souffle. Il observait son visage empourpré, d'un air méditatif. Visiblement, il s'attendait à une explosion de colère. Mais la fureur ne l'amènerait nulle part. Tout sarcasme de sa part provoquerait d'autres insultes, sur ce ton dur et indifférent qu'il employait chaque fois. Le silence et la dignité étaient bien plus efficaces qu'une vengeance verbale. Sans un mot, elle se retourna et se dirigea vers l'arrière du camion. D'une main elle saisit la robe, de l'autre la valise. Elle entendit sa voix, derrière elle. La Vierge offensée rassemble ses affaires. N'est-ce pas ce que vous voulez? Mon désir semble être hors de propos, maintenant. Il la suivit de son regard perçant, quand elle se mit à marcher avec toute la dignité que lui permettaient ses 3 colis. Je me demande quelle destination vous espérez atteindre. Je retourne à l'hôtel. J'attendrai l'autobus de vendredi. Elle refusa de le regarder en face. J'irai tout de même au parc du crocodile, monsieur Connors. Je commence à en douter. Avait-elle imaginé la nuance d'amusement, dans sa voix? Elle lui jeta un coup d'œil, son regard était narquois. Avez-vous la moindre idée de l'endroit où vous vous trouvez, Miss O'Brien? Non, pas exactement, répliqua-t-elle avec hauteur. Mais vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour moi, monsieur Connors. Je trouverai bien mon chemin. John se met vraiment une charge sur les bras. Cette fois, il n'y avait pas à douter de son amusement. Sa voix exprimait aussi un autre sentiment, impossible à définir, mais qui lui fit battre le cœur. Il lui reprit ses affaires et les reposa dans le camion. Un frisson presque électrique la traversa lorsque ses doigts effleurèrent les siens. L'hôtel est à 20 kilomètres d'ici. Son ton était si indifférent, qu'elle se demanda s'il n'avait aucun soupçon de la réaction provoquée par le contact de sa main. Nous sommes si loin? Questionna-t-elle, consternée. Vous avez bien dormi, sur cette robe de mariée, petite panthère. Il fit une pause, puis reprit. Allez. Montez dans le camion. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. À bientôt.